Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Le trafic est encore très perturbé aujourd'hui à la SNCF. Un TER sur 3, un Intercité sur 6, un TGV sur 5. À la veille de la grève, vous avez déclaré au Figaro que la CFDT ne souhaitait pas un conflit dur. N'y sommes-nous pas arrivés, malgré tout, à ce conflit dur? De toute façon, à partir du moment où il y a aussi peu de trains qui circulent, il y a un conflit dur. C'est une raison supplémentaire de discuter, de négocier et d'entendre les propositions qui sont faites. La CFDT cheminot, elle a fait 20 propositions sur le texte pour l'améliorer à nos yeux. Maintenant, on attend les réponses. Donc, Vous n'en avez toujours pas. Mais moi, ce que j'attends, c'est pas que chacun monte ses muscles de chaque côté. Et j'ai un peu ce sentiment-là. C'est qu'on est dans un moment où il faut montrer ses muscles. Donc, on a un entretien hier du Premier ministre qui explique que nous ne lâcherons rien. Enfin, c'est un truc qu'on connaît depuis toujours. Et puis, de l'autre côté, on a aussi il faut tout enlever. Non, ce que dit la CFDT cheminot, ce que dit la CFDT, et je soutiens les cheminots dans ce cadre-là, c'est qu'il faut négocier. Il faut négocier sur la question de la convention collective de haut niveau dans le ferroviaire. Sur le sac à dos social, le sac à dos, social, qui est pour ceux qui seront transférés. Il faut négocier, il faut avoir des réponses sur la dette. Sur la dette, le Premier ministre, sur votre antenne, avait dit la dette, il faudra regarder, etc. Il n'y a pas d'ouverture sur ce sujet. Donc vous êtes les seuls à dire qu'il faut négocier, en fait, à vous entendre. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que dans les discussions qu'il y a eu avec la ministre du Transport, la CFDT, cheminot, a fait des propositions. Maintenant, on attend les réponses. La CFDT participera donc à la prochaine phase de la grève en fin de semaine ? Oui, pour l'instant. En tout cas, tant qu'il n'y a pas de discussion, vous savez, il faudrait repasser le vrai sujet autour de la table. C'est quel ferroviaire nous voulons demain. D'abord, il faudra partir du constat que tout ne marche pas superbement bien à la SNCF, mais tout n'est pas non plus à jeter. Il y a un indice européen de performance du rail qui a été fait, où on voit bien que la France est plutôt en situation de tête. Mais elle souffre d'une faiblesse de l'investissement. Donc maintenant, moi, j'aimerais avoir un gouvernement qui nous dise qu'il veut un système ferroviaire de performant, qui véhicule très bien les citoyens et qui, en plus, est un vecteur de la transition écologique. Et ce n'est pas ce sujet. La discussion ne se fait pas autour de ce sujet-là. Il se fait autour de, vous voyez, ça ne marche pas, c'est de la faute des cheminots, et c'est en plus de la faute de l'entreprise. Eh bien non, c'est pas cela. C'est pas cela. Il y a un problème d'investissement, il y a un problème d'avenir du secteur ferroviaire qui n'est pas posé aujourd'hui dans notre pays. Donc j'espère qu'on va avoir les discussions dans la semaine qui s'ouvre pour ne pas continuer de perturber le trafic. Vous l'espérez, mais vous en doutez, Laurent Berger ? Vous l'avez dit, il y a eu des prises de position très fortes de l'exécutif ce week-end. J'ai parfois un peu peur, je vous le dis franchement, qu'on se serve de cette situation à la SNCF, dans le ferroviaire, pour faire un jeu de bloc contre bloc. En gros, il y aura un gagnant à la fin. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce ne soit pas les perdants, ce ne soit pas le ferroviaire et les citoyens qui sont véhiculés par la SNCF tous les jours. Et donc, l'enjeu, il n'est pas de savoir qui gagne à la fin, et de savoir si on a un système ferroviaire qui fonctionne, on a des cheminots qui sont respectés, et on a un statut social qui demeure intéressant. Parce que moi, j'en ai un peu assez, et comme les cheminots, j'en ai un peu assez qu'on leur balance à la figure leurs privilèges, etc. Mettons les choses sur la table. Il y a des sujets sur lesquels on pourrait avancer qui n'existent pas aujourd'hui à la SNCF, comme par exemple la complémentaire santé, mettons ça sur la table. Et pour l'instant, ce n'est pas sur la table. François de Rugy a mis les pieds dans le plat, lui aussi, le président de l'Assemblée nationale ce week-end. On ne peut pas compter sur la négociation dans la réforme de la SNCF. Comment la CFDT, syndicat réformiste, reçoit un message de ce genre ? D'abord, de la part de François de Rugy, je trouve ça scandaleux. Vous savez, je le connais bien, il est du même département que moi. Et on ne peut pas, à ce point, passer d'une vision réformiste, plutôt progressiste, par le biais de la négociation, à un espèce de rejet de la négociation comme ça. Vous savez, dans notre pays, il n'y aura aucune transformation qui vaudra si on n'associe pas ceux qui sont les premiers concernés à ces transformations. Il n'y a pas besoin de verticalité. Vous savez, je crois que M. de Rugy connaît moins bien la SNCF que les cheminots. Et donc, il y a besoin d'écouter les cheminots. Et il y a besoin de discussion, il y a besoin de négociation. Tous ceux qui voudront passer par une espèce de volonté, de seule volonté politique sur un certain nombre de transformations sociales, ils vont se planter. Ils vont se planter, et M. de Rugy comme les autres. La grève n'est-elle pas un réflexe, comme il le dit aussi, François de Rugy ? Alors, il refuse le terme de gréviculture qui a été prononcé au micro de France Inter par le porte-parole de La République En Marche. Mais bon, il parle d'un réflexe, malgré tout, dans notamment le secteur public. Non, mais c'est clair qu'à la SNCF, il y a une forme de culture syndicale.
et elle est ce qu'elle est, qui est souvent un recours à la grève. Enfin, souvent, mais en même temps, pas tellement ces dernières années, si on regarde bien. Et moi, la grève, elle fait partie de l'arsenal militant syndical, mais elle n'est pas la voie privilégiée. Mais lorsqu'il n'y a pas de discussion, regardez ce que disent les cheminots CFDT depuis le début. Ils disent discutons, discutons, discutons. Ils ont dit l'ouverture à la concurrence, on sait que ça va se faire, on veut en discuter les conditions. Ils sont venus avec des propositions. Ils disent on veut discuter d'une convention collective de haut niveau pour pouvoir savoir comment vont être traités les cheminots demain. Pour l'instant, il n'y a pas d'avancée sur le sujet. Ils disent la dette, ce n'est pas la dette des cheminots, il faudrait que l'État la reprenne. Il n'y a pas de réponse sur le sujet. Donc, discutons. Mais si on ne peut pas discuter, malheureusement, on en arrive à cette extrémité qu'est la grève. Et je le répète, je ne le souhaite pas, y compris pour les usagers. Donc, il reste du temps pour discuter. Mais là, on a l'impression que le gouvernement veut jouer sur une forme de décrue. Je crains qu'il se trompe. La grève va continuer et peut-être pas prendre de l'ampleur, mais en tout cas rester aussi forte qu'elle l'est aujourd'hui. Il faut continuer de faire ce que fait la ministre des Transports, c'est-à-dire de continuer de vouloir discuter, de vouloir négocier. Et elle le sait, que les représentants de la CFDT sont prêts à le faire. Ils ont fait des propositions, y compris aux parlementaires. Ils ont déposé une vingtaine d'amendements possibles. Maintenant qu'on leur réponde. Si on leur répond, on verra bien ce qui se passera, mais pour l'instant, on ne leur répond pas. Donc discuter sur la dette, discuter sur le sac à dos social, discuter sur les modalités d'ouverture à la concurrence, c'est ça sur la convention collective de bon niveau et sur le statut social des cheminots. Oui. Quand Édouard Philippe dit qu'il y a des points de la réforme qui ne sont pas négociables, précisément comme le statut des cheminots et l'ouverture à la concurrence, vous n'êtes pas si loin. Ensuite, c'est des modalités, c'est une façon d'aborder les problèmes par la concertation, le dialogue ou pas, mais vous n'êtes pas contre ces positions-là. Vous savez, ça dépend ce qui met derrière le statut. Vous savez, moi j'en ai un peu assez. Parce que le statut, on fait croire que tous les cheminots seraient des privilégiés. Il y a la moitié d'entre eux quasiment qui sont à maximum 1,3 fois le SMIC. Il y a une large majorité d'entre eux qui travaillent une trentaine, une quarantaine de week-ends par an. Donc il faut arrêter de dire que ces gens-là sont privilégiés. Et donc si le statut, c'est d'expliquer que demain, pour faire fonctionner des trains, il faudra que les salariés soient des salariés précarisés et sans couverture collective. Évidemment que c'est non. Mais si c'est pour bâtir une convention collective de haut niveau, dont on discute comment les choses qui sont dans les statuts aujourd'hui sont transférées potentiellement dans la convention collective, on peut discuter, évidemment. Mais la CFDT ne souhaite que ça, discuter. Mais à une seule condition, c'est qu'on ne commence pas par dire ça sera ce qu'on veut faire qui se appliquera stricto sensu. Vous savez, une concertation ou une discussion, une négociation, c'est quand le point d'arrivée n'est pas exactement le même que le point de départ. Sinon, donc quand vous entendez Édouard Philippe dire nous irons jusqu'au bout, vous percevez quoi, du jusqu'au boutisme? Je perçois du coup surtout de la communication, je vais être franc. Je perçois surtout de la communication et c'est pas anormal parce qu'il prend à témoin l'ensemble de la population. Mais pour l'instant, ce dont on a besoin, c'est pas tant de communication que de discussion et de négociation. Vous attendez quelque chose de l'intervention télévisée du président de la République? Pas spécialement sur la question de la SNCF, pas uniquement. J'attends, moi, vous savez, qu'il affirme qu'il n'y a pas de transformation dans notre pays possible si on ne fait pas avec ceux qui sont les premiers concernés. Et j'attends qu'ils disent qu'il y a besoin de politique sociale assumée dans notre pays. Vous savez, par exemple, il y a une discussion, des discussions aujourd'hui sur la pauvreté. J'attends qu'il annonce des choses. Sur le budget 2019, on va bientôt en discuter. J'attends qu'il dise qu'il y aura des politiques en matière d'emploi pour aider la garantie jeune, pour aider à l'emploi dans les EHPAD, pour revenir sur les besoins de financement d'action publique, notamment dans les territoires. J'ai cru comprendre que son intervention était basée sous le signe de la proximité, dans les territoires qui sont aujourd'hui délaissés par les services publics. J'attends un peu de cohésion sociale, pour dire les choses très franchement. Comment définiriez-vous le rapport qu'a l'exécutif, le rapport qu'a le président de la République également au dialogue social et aux corps intermédiaires? Je le qualifierais comme distancié. Non, je pense que... Est-ce que c'est pas plus que ça? Je cherche à comprendre, je pense qu'il y a une forme de défiance. Je pense qu'il y a une forme de défiance à l'égard des corps intermédiaires. Et pas simplement, vous savez, à l'égard du syndicalisme, y compris à l'égard des grandes associations. Regardez ce qui se passe sur la question des migrants. Quand vous êtes capable de vous mettre à dos le Secours catholique, la CIMAD, France Terre d'Asile, etc., c'est que vous avez un problème. Et c'est vrai, y compris sur d'autres terrains. Mais sur les syndicats, ça a l'air d'être une position théorique et politique.
Vous savez, peut-être parce qu'on surfe, parce que c'est une façon de surfer sur l'opinion. Vous savez, la France, elle est un peu schizophrène d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on est presque en attente d'une forme de surpuissance de la part du dirigeant, du président de la République. Et en fait, les corps intermédiaires sont questionnés aujourd'hui, il faut le dire. Ils sont questionnés, donc ils doivent se renouveler. Mais vouloir s'en passer pour faire de la transformation et pour faire du progrès, c'est aller à l'échec. Il est 8h32. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, est l'invité du grand entretien de France Inter. Léa Salamé. Oui, vous venez d'en parler, alors je vous interroge dessus. Vous aviez signé, Laurent Berger, une lettre ouverte au président de la République en janvier dernier avec d'autres personnalités qui mettaient en cause la politique migratoire du gouvernement. Monsieur Macron, votre politique contredit l'humanisme que vous prenez, écriviez-vous. La loi arrive, le texte Asile-Immigration arrive à l'Assemblée nationale. Gérard Collomb parle d'un texte équilibré entre fermeté et humanité. Est-ce que vous le trouvez équilibré ? Évidemment non. Non, je ne le trouve pas équilibré, je le trouve même... J'ai un peu honte, je vais vous dire franchement, dans la période, sur la question des migrants. Parce que pour une part, ce n'est pas le programme du président de la République. Lui qui parfois dit qu'il peut se glorifier de faire son programme, ça, ce n'était pas le programme. Et d'autre part, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de tarir au maximum l'arrivée de personnes migrantes. Et puis ensuite dire, pour celles qui sont là et qui ne sont pas nombreuses finalement, puisqu'on a essayé de tarir la source, on va avoir une politique un peu d'ouverture. Mais ce n'est pas ça dont il s'agit. Enfin, il suffit malheureusement de se promener dans Paris pour s'apercevoir qu'on n'est pas dans un pays digne en termes d'accueil des migrants. Oui, mais pourtant, il y a cette pression migratoire qui est immense. Il y a eu une forte augmentation de demandeurs d'asile cette année. Qu'est-ce qu'on fait face à cette pression migratoire, sans reprendre les termes de Gérard Collomb qui parle de submersion, de villes françaises, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un principe de réalité et de réalisme qui l'emporte ? Non, mais il y a d'abord un principe d'humanité, si je peux me permettre. C'est d'abord celui-ci qui doit nous guider, et il y a un principe européen de prise en charge européenne, en tout cas avec les pays qui le veulent bien. C'est sûr qu'avec leur score d'Orban hier en Hongrie, on ne pourra pas le faire avec tout le monde, mais au moins avec ceux qui le veulent. Et on ne peut pas aller un jour à Berlin et dire que c'est très bien ce qu'a fait Mme Merkel, et le lendemain avoir cette politique de fermeture qui est celle du gouvernement français. Donc moi je sais bien que la loi elle va passer. Mais on continuera à dire ce qu'on pense. Et quand je dis nous continuerons de dire ce qu'on pense, c'est la CFDT, mais aussi les associations, je crois, qui sont engagées sur ce terrain-là. Et en tout cas, on ne se laissera pas avoir par les mots. Vous savez, la submersion, les premiers qui l'ont employé, ce n'est pas M. Collomb. C'est l'extrême droite. Et donc, moi, je fais extrêmement attention à ça. Il y a au moins un minimum d'éducation et de pédagogie à faire sur ces sujets-là pour ne pas donner le sentiment que les personnes qui fuient la guerre, le terrorisme, etc., seraient des envahisseurs. Et donc, je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Et sur ce terrain-là, parce que ce sont nos valeurs qui sont en question, la CFDT, elle ne se taira pas. Quel regard la CFDT et le patron de la CFDT que vous êtes portent sur la contestation étudiante ? Plusieurs facs sont encore bloquées aujourd'hui. Est-ce que vous soutenez ? Est-ce que vous regardez ça avec bienveillance ou critique ? Non, d'abord, les raisons sont assez différentes. Quand c'est parce qu'on se réunit dans un amphi et on se fait attaquer par des milices d'extrême droite, sans doute poussées par les responsables de la faculté, je trouve qu'il y a des raisons de réagir. Mais par contre, si c'est pour contester la loi sur l'enseignement supérieur, je trouve que ce n'est pas forcément une bonne chose. Enfin, les gens qui contestent, est-ce qu'ils veulent revenir aux 70 000 étudiants qui étaient tirés au sort pour savoir ce qu'ils allaient faire l'année suivante. Donc, nous, on a plutôt été d'accord, même s'il faut des moyens supplémentaires avec la loi université. Mais après, je ne crois pas que ce mouvement soit pour l'instant généralisé. Donc la CFDT, elle regarde avec critique, mais elle ne regarde pas en le condamnant. Chacun est libre d'exprimer ses opinions. Vous croyez à la convergence des luttes ? Non, ce n'est pas notre vocabulaire et ce n'est pas une conviction. Moi, je crois, vous savez, la convergence des luttes, c'est souvent le renoncement à atteindre ses buts. Moi, je crois qu'il faut des moyens supplémentaires dans les EHPAD. Je crois qu'il faut revenir sur la réforme de la justice quand on parle de fermeture de tribunaux. Je crois qu'il faut des moyens supplémentaires dans l'action publique et écouter le malaise dans les hôpitaux. Je crois qu'il faut résoudre la question à Carrefour où les actionnaires vont avoir des dividendes quand on baisse la participation de façon drastique et les rémunérations pour les salariés. Je crois qu'il faut regarder la reprise de Doux pour que les salariés ne se retrouvent pas sur le carreau. C'est ça l'action syndicale. C'est le concret tous les jours dans les entreprises. Et donc, je ne crois pas à la convergence des luttes. Je crois que c'est
une connotation politique. Moi, je ne fais pas de politique, je fais du syndicalisme et je trouve déjà assez noble. Il est 8h36, intervenez au 01 45 24 7000. Vous avez la parole, vous pouvez dialoguer avec Laurent Berger. Je salue Paul au Standard d'Inter. Bonjour Paul. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. Voilà, donc moi je voulais témoigner, c'est pas vraiment une question, c'est plus un témoignage par rapport à la situation actuelle. Voilà, aujourd'hui, moi je suis indépendant, donc mes clients sont les entreprises, et clairement, sur la période des 3 mois qui viennent, toutes les entreprises, on va dire, me demandent de ne pas venir forcément les jours de grève SNCF, ce qui donc impacte mon chiffre d'affaires et au final mon revenu à la fin du mois, on va dire, sur les 3 prochains mois. Voilà, j'ai peut-être, allez, on va dire, si tout va bien, la moitié de mon revenu habituel qui va tomber sur la fin du mois. Donc voilà, moi je voulais juste expliquer que quand on n'est ni salarié ni fonctionnaire, ces grèves ont un réel impact sur mon revenu à la fin de l'année. Merci Paul pour ce témoignage. Laurent Berger vous répond. Oui, vous savez, j'ai une grande conscience sur le fait que les mouvements actuels à la SNCF pénalisent les citoyens, les travailleurs, les indépendants, les entreprises. Et donc l'idée pour nous, c'est d'en sortir rapidement. Comment on s'en sert rapidement ? On s'en sort rapidement si on discute. Et donc, je crois que je n'ai pas pour envoyer la patate chaude au gouvernement, mais enfin, une partie de la solution, elle est quand même dans la capacité du gouvernement à écouter les organisations qui font des propositions dans la période. Mais pourquoi la CFDT est-elle en grève dans ce conflit ? On entend la CGT, on entend Sud, on voit bien qu'il y a une contestation de l'ouverture à la concurrence, une contestation sur la fin du statut de cheminot. Vous, c'est pourquoi ? C'est pas tout simplement parce que la CFDT et la CFDT cheminot, elle est convaincue qu'il faut de la transformation dans le ferroviaire aujourd'hui. Mais il faut le renforcer et il faut renforcer la situation des salariés qui y travaillent. C'est-à-dire que ça ne se fera pas sans les cheminots. Et vous savez, ce à quoi ils ont été très sensibles, c'est non seulement le fait qu'on dise que ce sont des privilégiés, mais aussi qu'on dise que rien ne fonctionnait à la SNCF. Et donc, nous, on est dans le mouvement tout simplement parce qu'on veut que ça ne se fasse pas n'importe comment, cette transformation. Donc vous dites aux clients et usagers, aujourd'hui, nous nous battons, nous, pour... Oui, alors moi, j'aime pas trop prendre comme ça à témoin, mais oui, c'est pour un meilleur service public du ferroviaire. Et c'est pour un ferroviaire qui s'inscrit dans la transition écologique dont on parle peu. Enfin, quand même, aujourd'hui, c'est un des enjeux principaux du développement du rail dans notre pays. C'est pour qu'on puisse ne pas simplement investir. C'est quand même pas les syndicalistes qui sont responsables du fait qu'on ait investi massivement dans le TGV au détriment des lignes du quotidien. Et il faut de l'investissement public de façon massive. Et donc, on est dans le mouvement pour ça. Et donc, vous voyez bien que, finalement, il faut que le gouvernement nous écoute. Et s'il nous écoute, on n'aura plus à faire vivre des désagréments aux indépendants, aux salariés, aux citoyens, aux travailleurs. Aurélie, bonjour et bienvenue sur Inter. Bonjour France Inter, bonjour Monsieur Berger. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la bataille de l'opinion qui se joue. Les sondages démontrent une baisse du soutien aux cheminots en grève. Est-ce que vous ne verrez pas une manière plus maligne de jouer ça, comme je l'ai pu entendre sur les réseaux sociaux, etc., ce qui consisterait à continuer à travailler, à faire rouler les trains, mais simplement à ne plus contrôler les voyageurs de sorte qu'ils ne payent pas. Et là, je vous garantis que vous gagneriez la bataille de l'opinion. Merci Aurélie pour cette question qui me rappelle un souvenir. Vous ne seriez pas intervenu au Standard d'Inter la semaine dernière ? Absolument. Voilà. La question reste d'actualité en même temps. Merci Aurélie. Laurent Berger vous répond. Oui, c'est une possibilité, mais vous savez, c'est très compliqué à faire également. Vous avez posé, je crois, la question la semaine dernière, y compris à mon collègue de la CGT, et Philippe Martinez avait fait cette même réponse en disant que cette possibilité-là existait, mais c'est aux cheminots aussi de déterminer leur mode d'action. Après, soyons clairs, le gouvernement, il faut aussi qu'à un moment donné, on puisse peser sur lui. Et moi, vous avez raison en disant que la bataille d'opinion, c'est ça qui se joue. Mais est-ce qu'on peut élever le sujet au-delà de ce qui est fait aujourd'hui par le gouvernement et par certaines organisations ? Est-ce qu'on peut se dire quel système ferroviaire on veut demain ? Parce qu'il n'y aura pas de trains qui circuleront demain si on ne respecte pas les cheminots. Et ça, il faut le comprendre, quoi. Et parce qu'ils peuvent passer en force. Peut-être qu'ils passeront en force. Mais s'ils passent en force, il y aura beaucoup de dégâts sur la durée pour l'ensemble des voyageurs. Léa ? Oui, une réaction par mail de Marie, je vous la lis. Vous dites que vous avez honte de l'accueil des migrants en France. Que pensez-vous de la répression de la gendarmerie dans la ZAD ? Laurent Berger.
Je ne mettrai pas ça sur le même niveau. Hein. Moi, je crois qu'il faut que ce territoire retrouve de la sérénité. Il y a une décision politique de ne pas faire l'aéroport, dont acte. On ne revient pas là-dessus. Et maintenant, ce territoire, il n'est pas en dehors des lois de la République. Je crois il faut s'interroger sur son devenir, notamment son devenir agricole. Et je crois qu'il y a y compris des gens qui étaient contre l'aéroport qui y réfléchissent. Par contre, qu'il y ait une poche de gens qui s'extraient de toute règle de la République, je ne suis pas d'accord. Donc, j'espère que cette intervention se fera sans casse humaine et sans drame. Allez, on va dans la région de Nantes précisément. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Donc j'habite à Nantes. Je voulais demander à M. Berger s'il ne croit pas qu'il y a une véritable volonté politique. Il nous dit qu'il est syndicaliste, et je trouve tout à fait, effectivement, très honorable. Et s'il n'y a pas une volonté plutôt politique, là, du coup, de briser le syndicalisme à Nantes, précisément, on envoie les brigades anticriminalité, qui sont donc des bandes de demeurés ultra-violents qui vont ceinturer, couper en deux les manifestations, des arrestations arbitraires. Et ça, c'est Madame Klein, donc la préfète de Loire-Atlantique, qui envoie dans la rue des gens qui sont très dangereux pour des manifestants lambda, qui n'ont rien fait. Et à Nantes, on sature l'espace public de policiers. Hein, donc, on voit bien qu'il y a une volonté finalement de revenir sur l'essentiel qui est le droit à manifester, qui est le droit à descendre dans la rue et qui est un droit fondamental, j'imagine encore plus pour un syndicaliste. Merci Nicolas pour cette question. Votre appréciation sur les policiers, on vous la laisse, mais Laurent Berger peut y réagir. Oui, vous savez, moi, je connais bien la Loire-Atlantique, c'est mon département. Je crois aussi que parfois, il y a des outrances de chaque côté. Y compris dans les manifestations. Samedi a été brûlé et pendu l'effigie du président de la République. Je pense qu'on peut se passer de ce style d'outrance qui sont pas en tout cas les formes de combat de la CFDT. Moi, je crois que le droit de grève, le droit de manifester, le droit d'exprimer des opinions différentes, il faut évidemment dans notre pays qu'il soit totalement respecté. Et puis le droit à la sécurité, le droit au fait qu'on puisse le faire sans violence, ça doit aussi être respecté. Donc, moi, je modérerai tout ça. Je pense qu'il y a aussi dans certaines manifestations des outrances et des violences qui ne sont pas acceptables et qui ne servent pas le syndicalisme. Des deux côtés, vous voulez dire ? Non, je veux dire que parfois, oui, notamment à Nantes, il y a eu des actions au cours de manifestations qui n'honorent pas le syndicalisme et qui ne sont pas le fait de syndicalistes d'ailleurs, qui sont des mouvances radicales très fortes. Et donc, je pense qu'il faut retrouver, moi je souhaite des cortèges syndicaux lorsqu'il y en a, qui se passent comme on les a connus quand on était plus jeunes, qui se passent dans la sérénité et sans violence. Et la police reste républicaine pour reformuler les mots de Nicolas ? Et que la police, elle soit dans son rôle, c'est le maintien de la sécurité, mais pas évidemment de la répression à tout va. Mais je me méfie de cela. Moi, vous savez, je ne suis pas du tout anti-policier. La police, on ne peut pas un jour dire que heureusement qu'elle est là lorsqu'on subit de graves menaces et de graves attaques, et puis le lendemain expliquer que ce seraient tous des gens qui réprimeraient. Ce n'est pas vrai.